Alors, peut-être, avant de te donner la parole, quelques mots pour présenter brièvement le parcours et la formation qui ont mené à ces livres. Je fais une toute petite parenthèse pour dire que le tutoiement que nous pratiquons lors de cet entretien n'est pas une convention ou une sorte de sororité a priori de principe, mais il est lié au fait que nous nous connaissons depuis longtemps et nous nous retrouvons ponctuellement autour d'actions, d'intérêts et d'objets communs. Voilà, et la première fois, je crois, que nous nous sommes rencontrés, c'était dans un colloque consacré à Flora Tristan, à Dijon, en 1984. Et à ce moment-là, un tel colloque dans l'université française avait quelque chose de tout à fait novateur. Voilà. Donc, tu es philosophe, on vient de le dire, historienne de la pensée féministe, mais on pourrait dire de la pensée, et soucieuse de généalogie, ce qui constitue un fil directeur de tes parcours. Alors, peut-on dire, pour te présenter, philosophe avant tout? Je laisse la question ouverte et peut-être auras-tu souci d'y répondre. Peut-être de beaucoup de personnes dans la salle, es-tu connue davantage en d'autres termes, comme une personnalité politique, puisque, il faut tout de même le rappeler, tu as été délégué interministériel aux droits des femmes de 1997 à 1998, puis député, élu au Parlement européen de 1999 à 2004. Tu étais membre indépendante de la gauche unitaire européenne. Peut-être à certaines personnes dans la salle, tu es aussi particulièrement familière aux auditeurs et auditrices de France Culture, comme ayant été productrice d'une émission sur l'Europe des idées de 2004 à 2008. Mais engagée, bien sûr, dans la vie politique, tu l'as aussi été, alors j'allais dire d'abord, non, en même temps, inséparablement, dans le féminisme, et ceci depuis les temps fondateurs des années 1970, les temps de partisans libération des femmes, année zéro, peut-être reviendrons-nous sur ce titre et ce qu'il véhiculait d'exaltation et d'illusion à la fois. Et puis, par exemple, dans les temps modernes, écrivant par exemple dans ce numéro si important, Petite fille en éducation, publié en 1976. Tu as beaucoup travaillé avec l'histoire et avec des historiens et historiennes. Et il faudrait tout de même rappeler aussi ici que tu as co-dirigé le volume 4, 19e siècle, de l'histoire des femmes avec Michel Perrault dans l'ensemble de cette histoire des femmes publiée sous la direction de Michel Perrault et Georges Duby aux éditions Plomb pour la première édition dans les années 1991 et qui paraissait au même moment en Italie. Et donc ce souci de l'histoire, mais avec le regard de la philosophe, est constant dans ton travail qui se construit sur des traversées qui mettent en rapport le présent et le passé. Cependant, le cœur de ta formation, je pense, et de ton parcours reste bien ceux d'une philosophe, c'est-à-dire, il faut tout de même le rappeler ici, mais je pense que la plupart d'entre vous en ont bien conscience, de quelqu'un qui œuvre dans un domaine longtemps réputé strictement masculin et difficile, très difficile d'accès aux femmes. Et donc, nous allons peut-être nous demander maintenant et ici comment un tel parcours dans ce domaine a été possible, te valant très tôt une reconnaissance importante, alors même que tu interrogeais précisément la place des femmes et les rapports de sexe. Je pense que j'avais prévu de donner quelques éléments biographiques. Je vais le faire en 2 mots et en résumant. Peut-être tu viens d'une famille universitaire qui t'a mise au contact. Ah, tout de même, peut-être une Pas heure et demie. d'interprétation sociologique, s'il vous plaît. Non, c'est Tu ennuyeux. tu as coupé la phrase qui te lie au mouvement communautaire proche d'Emmanuel Mounier et du personnalisme. C'était une référence intellectuelle et non pas purement sociologique. Tu fais des études sociologiques à la Sorbonne et tu... Non, de philosophie.
Qu'est-ce que j'ai dit? Sociologie. Ah bah oui, c'est un lapsus lié à ta réaction. Donc tu fais des études de philosophie, bien sûr, à la Sorbonne, et tu rencontres mai 68. Peu après, un séjour en Allemagne, à Berlin, pour tes études de maîtrise, va te faire découvrir l'école de Francfort, alors très peu connue en France. Et à cette découverte qui a compté, s'ajoutent d'autres découvertes et rencontres, de nombreuses voix, s'il ne faut citer que quelques noms, dans le contexte du féminisme naissant ou renaissant, celui de Simone de Beauvoir, bien sûr, mais aussi celui du philosophe Jacques Rancière, avec qui tu fondes la revue Révolte logique. Tu participes également à la création du Collège international de philosophie en 1984, et ceci montre d'emblée que pour te situer, on doit faire appel à des généalogies, pour reprendre une notion qui t'est chère, mixtes, où il y a le féminisme, mais il y a la pensée philosophique, il y a des hommes et il y a des femmes. Et puis, dès 1983, tu entres comme chercheuse au CNRS, et tu y deviendras directrice de recherche en 1997. Tu as également enseigné aux États-Unis et tu as récemment consacré un grand cours de philosophie à Sciences Po dans le cadre du nouveau programme Présage consacré aux études de genre. Voilà. Donc, peut-être dériverons-nous entre-temps, mais l'idée était de parler de la lecture et de l'écriture. Et la première question que j'ai eu envie de te poser pour cet entretien était de savoir quelles ont été les lectures ou les épisodes de ta formation qui te paraissent décisifs quand tu te retournes sur ton parcours. Merci à la Maison Colette, l'association, les membres de ce festival qui m'invite à inaugurer cette série. C'est évidemment avant tout un honneur. Merci donc. Alors, je me souviens avoir intitulé, je crois, le recueil des textes et entretiens de presse qui sont de 1975 à 2012 à la Fabrique du féminisme. Le féminisme, ça pense. Voilà. Le féminisme, ça pense. C'est ce que j'ai essayé et ce que je continuerai à essayer de démontrer. Et c'est ça qui m'anime depuis le début. C'est-à-dire, c'est un objet de savoir, c'est un champ de savoir. Alors après, que ça s'appelle genre, sexe ou... nous n'en discuterons pas aujourd'hui, mais c'est d'abord un objet de philosophie qui manque dans le champ de la philosophie, de la tradition, et c'est un champ de savoir. Donc je suis passée par le champ de savoir pour essayer d'interpeller la philosophie de manière à peut-être créer la possibilité d'un objet. Donc légitimer un objet, construire une pensée, reconstruire est certainement ce qui m'anime plus que de déconstruire. Moi je suis dans la construction et pas dans la déconstruction pour dire brutalement les choses. Alors ça passe par, pour mes lectures, il est sûr, tu l'as cité, l'école de Francfort pour ma maîtrise, où je dois lire en allemand puisque ça n'existe pas encore en français, j'apprends l'allemand, enfin tout ça est totalement excitant, et c'est grâce à quelqu'un qui s'appelle Heinz Wiesmann, qui donnait des cours d'allemand pour philosophes à l'université. J'étais à la Sorbonne en 68, c'est une des chances de mon existence. Je vais donc comme ça partir à Berlin et lire et trouver dans la dialectique de la Aufklärung de l'école de Francfort, donc au moment où commence le lendemain de 68, au moment où commence le mouvement de libération des femmes, le féminisme, une interprétation de ce que Habermas a appelé l'Odyssée de la raison, qui serait la façon dont il caractérise Adorno et Horkheimer, donc pour l'école de Francfort. Je rappelle que la dialectique de la Aufklärung est publiée en 1947, quand ils rentrent en Allemagne après leur exil aux États-Unis, cette école de Francfort, et il y a tout un grand passage sur, au fond, quelque chose de l'ordre de cette impensée de cette Odyssée de la raison qui concerne la question des femmes. Ils ont une très belle formule. Je suis retournée voir un texte que j'avais jamais écrit, à savoir ma mémoire de maîtrise à cause de Christine. Je l'avais évidemment jamais réouvert. Et j'ai retrouvé l'expression que j'avais notée chez eux, c'est que la femme était la représentante de la nature. Et cette représentante de la nature, quand elle va... C'est pas, elles sont pas de la nature, on est bien plus en retard que ce qu'ils disaient déjà en 47. Elle est représentante, le mot est extrêmement important. Moi qui ai connu la représentation effectivement politique, ce mot est très important. Et évidemment, cette maîtrise de la nature qui est mise en abîme dans sa folie possible et en même temps dans sa subversion, donc dans la généalogie que fait l'école de Francfort, la nature, elle peut se révolter. Donc là, il y a quelque chose, moi, qui effectivement été une ouverture formidable. Mais après, eh bien, écoutez, ce sont
Lors d'un séjour, dans brèves vacances aux États-Unis, je l'ai souvent raconté, je suis tombée sur les premiers numéros d'une revue qui se lançait, qui s'appelait Mise, MS, donc ni Miss ni Mise, et il y avait une page qui était Lost Women. Et dans cette page Lost Women, le mois où j'étais aux États-Unis, c'était sur Marguerite Durand, et j'ai découvert qu'il y avait une bibliothèque. Donc vous pensez bien, dès que j'ai mes études terminées le plus vite possible, j'ai filé à Marguerite Durand, c'était en septembre 73, et c'est là que c'est une belle histoire, parce que Madame Léotet, qui présidait à la destinée de cette librairie à ce moment-là, donc cette librairie féministe était à l'époque en face du Panthéon, maintenant elle est dans le 13e arrondissement, elle me dit, bon, vous avez fait de la philosophie, alors il faut que je vous fasse lire un texte, et c'est les textes de Clémence Royer qu'elle me montre à ce moment-là, et sauf que je les regarde, et je me dis, oui, mais elle n'est pas socialiste, elle n'est pas d'extrême gauche, moi je suis, bon voilà, tout ça donc ne me convient pas tout à fait, mais je n'oublie pas, et je me plonge en fait dans La Voix des femmes, qui est le quotidien féministe de la Révolution de 1848. Ce qui effectivement donnera le premier papier de la revue qu'on fondera avec Jacques Rancière, Les Révoltes logiques, et qui ont effectivement joué un rôle clé pour beaucoup d'entre nous, et auquel nous tenons encore les uns et les autres qui avons participé à cette revue énormément. Alors tout ça pour dire, on peut partir, ça c'est pour ce qui est de la lecture, mais moi je vais vous lire, alors Clémence Royer, je n'écrirai sur elle que 10 ans plus tard. Pourquoi ? Parce que je vais avoir la chance d'être recrutée au CNRS pour un projet qui s'appelle, en 83, Les fondements philosophiques du féminisme. Je le dis aujourd'hui, parce que maintenant qu'on est en train d'instituer, d'académiser les choses, il faut voir ce qu'a été cette victoire de rentrer sur ce sujet-là dans la section philosophie. Et à ce moment-là, je pense à Clémence Royer, qui est par ailleurs la traductrice contestée, mais première traductrice de Darwin en France. Je pense à cette femme autodidacte qui erre d'une société savante à une autre et qui a fait un cours de philosophie uniquement destiné aux femmes. Et donc je vous fais 2-3 citations qui sont les moments d'émotion qu'on peut avoir quand on décide d'ouvrir ce champ, dont j'espère être, alors là pour le coup, une représentante, non pas de la nature, mais d'un champ à venir de la pensée. Introduction à la philosophie des femmes, c'est un cours qu'elle donnera à Lausanne en 1859-1860. Mesdames, au moment d'élever pour la première fois la voix devant vous, une double émotion agite. Je souffre d'une double crainte. D'abord, je ressens ce trouble involontaire qu'éprouve tout orateur en abordant son auditoire. Et femme, j'ai plus de préjugés à vaincre, des coutumes à enfreindre, puisque jusqu'à présent, presque partout et surtout dans ce pays, l'enseignement oral supérieur a été jugé inaccessible aux femmes. Voilà. Et elle continue en disant « Les deux moitiés de l'humanité, par suite d'une différence trop radicale dans l'éducation, parlent de dialectes différents, au point de ne pouvoir que difficilement s'entendre sur certains sujets. » Donc ça, c'est son cours d'introduction de philosophie aux femmes, mais je ne vais pas vous laisser là. Je vais prendre un texte de 1801 que j'aime beaucoup pour l'avoir finalement réédité 2 fois, ce texte de Fanny Raoul, qui est comme un météore et qui avertit comme ça son lecteur. « Ce n'est pas comme auteur que je publie mon ouvrage. Ce titre respectable auquel les lumières et le talent donnent seul des droits est trop au-dessus de moi pour que j'aie la prétention de l'atteindre. Femme sensible et raisonnable, je vais seulement payer, alors c'est là qu'il faut que vous écoutiez, je vais seulement payer à la société la dette que contracte envers elle chacun de ses membres, et pour acquitter cette dette, j'offre des idées utiles puisqu'elles sont puisées dans l'amour du bien général et de l'humanité. » C'est un brûlot féministe ce texte, comme dit l'éditeur, mais surtout elle paye sa dette et elle est contractante, c'est-à-dire qu'elle participe au contrat social. Provocation, nous sommes en 1801. Je continue. J'avais proposé à Michel Perrault que pour le volume 4 de l'Histoire des femmes, où nous mettions un texte en entrée et un texte en sortie du siècle, on mette ce texte qui est pour moi un texte que j'ai lu peut-être des dizaines de fois, qui est un chapitre de Madame de Staël qui s'appelle « Des femmes qui cultivent les lettres », que je sais à peu près par cœur, tellement je l'ai soit lu, soit utilisé ici ou là pour des auditoires, et qui me touche énormément. L'existence des femmes en société est encore incertaine sous beaucoup de rapports. Le désir de plaire excite leur esprit, la raison leur conseille l'obscurité, et tout est arbitraire dans leur succès comme dans leur revers. Il arrivera, je crois, une époque quelconque où des législateurs philosophes donneront une attention sérieuse à l'éducation que les femmes doivent recevoir, aux lois civiles qui les protègent, aux devoirs qu'il faut leur imposer, au bonheur qui peut leur être garanti. Mais dans l'état actuel, elles ne sont, pour la plupart, ni dans l'ordre de la nature, ni dans l'ordre de la société. Ce qui réussit aux unes perd les autres, les qualités leur nuisent quelquefois les défauts leur servent, tantôt elles sont tout, tantôt elles ne sont rien. Leur destinée ressemble à quelques égards à celle des affranchis chez les empereurs. Si elles veulent acquérir de l'ascendant, on leur fait un crime d'un pouvoir
que les lois ne leur ont pas donné. Si elles restent esclaves, on opprime leur destinée. Mais pour relier, avant d'en venir aux questions de jouissance, où là je suis dans la question de l'appartenance à la pensée ou de l'appartenance à l'expression publique, qui est celle donc, dès ces lendemains de la Révolution française que j'ai nommée démocratie exclusive, Christine l'a rappelé, c'est un terme important qui m'avait été soufflé par un ami, mais que j'ai bien gardé. Je veux, puisque nous avons parlé 3 fois d'Hélène Brion hier, après-midi, je tiens, puisque je l'avais réédité en partie dans un texte des femmes et leur histoire, c'est-à-dire c'est exprès leur histoire, j'avais choisi de donner une page de la déclaration lue au premier conseil de guerre, donc de mars 1918 par Hélène Brion, la pacifiste dont nous parlions hier, pour quelque chose de très précis, qui est cela. Je comparais ici comme inculpé de délit politique. Or, je suis dépouillée de tout droit politique. C'est ça que je voudrais dire par rapport à ce qui était dit hier, c'est-à-dire que cette femme, elle aurait pu être convoquée dans un tribunal administratif, dans un tribunal pénal. Mais comment elle peut être convoquée au conseil de guerre pour défaitisme, puisqu'elle n'est pas citoyenne? Et elle dit, je proteste contre l'application que l'on me fait des lois que je n'ai ni voulu ni discuté. Donc elle est, bon c'est la logique du Bertine Auclair bien sûr, mais elle dit aussi, la loi devrait être logique et ignorer mon existence. Lorsqu'il s'agit de sanctions, autant qu'elle ignore lorsqu'il s'agit de droit. Je proteste contre son illogisme. Donc voilà, je veux pointer ça aussi, c'est-à-dire que Fanny Raoul en 1801 se met comme membre de la société, elle a contracté quelque chose, elle est membre donc de ce contrat social, elle peut donc s'exprimer, donner, elle appelle ça l'opinion d'une femme sur les femmes, et on a cette femme institutrice, donc ça c'est les grandes intellectuelles du début du XXe siècle, les institutrices, surtout les institutrices féministes dans notre pays, et elle dit qu'est-ce que je fais en conseil de guerre? Mais vous faites erreur, puisque je ne suis pas considérée comme pouvant être passible d'un conseil de guerre. Alors tout ça c'est pour l'aspect je prends la parole. Vous voyez, je les ai entendues, ces femmes-là, et évidemment elles m'ont aidé à prendre la parole. Alors en quoi j'ai pris la parole? J'ai pris la parole de différentes façons, parce que je voulais faire cette recherche, parce que je me suis précipitée pour lire les archives, puisqu'il y avait de l'année zéro, où on n'avait pas leur histoire. Et leur histoire, c'est pas seulement l'histoire des femmes, c'est-à-dire pour moi, c'est plus que ça, c'est-à-dire non seulement elles sont actrices de l'histoire, mais comme le montrait magnifiquement le film que nous avons vu hier soir, c'est la sexuation du monde, l'histoire est écrite avec la sexuation du monde. Et c'est ça que je crois avoir voulu démontrer dans tous mes travaux, donc qui se succèdent les uns après les autres, non pas autour de la restitution de ces écrits, c'est parce que je suis ici aussi que je rappelle ces paroles et que je vous ai lu ces textes, mais ce qui m'importe, ce n'est pas d'entrer dans les débats qui existent depuis 40 ans, qui étaient, es-tu essentialiste, différentialiste, alors aujourd'hui c'est ce que tu es, genre, pas genre, queer. Tout ça, c'était des discussions dans lesquelles je suis intervenue, mais je dirais, ce sont des discussions pour moi de second ordre. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'avais deux premiers ordres qui faisaient mes priorités. Alors de second ordre, au point que je fais quand même les excès du genre à l'automne 2014, mais avec comme sous-titre concept, image, nudité. Donc l'image et la nudité sont des choses évidemment importantes à discuter, mais en prise, parce que c'est image à cause de la lutte contre les stéréotypes, nudité à cause des femmes qui se dénudent pour lancer un discours politique, et je veux le restituer évidemment dans toute la mise en perspective de 25 siècles de tradition occidentale, et pas seulement de ce qui va animer ce qui serait le débat, qui pour moi a été, disons, aporétique, donc je l'ai abandonné. Est-ce que t'es ci ou ça? Je ne suis ni ci ni ça. Ça ne m'empêche pas d'être engagée, ça a été rappelé, donc j'ai de ce point de vue-là cotisé suffisamment sans doute à l'engagement pour pouvoir... Mais tout ça est antérieur, tout ça est tout simplement parce que quand on a envie de travailler sur ces choses-là et qu'en même temps c'est la naissance du mouvement des femmes, la rue et la bibliothèque c'est la même chose. C'est-à-dire que moi j'apprenais autant dans la rue que dans la bibliothèque, et ça a été vrai aussi après quand je me suis retrouvée au Parlement européen où j'ai utilisé et réutilisé cette phrase que j'avais trouvée chez Diderot dans son petit texte sur les femmes, qui est assez génial, génial à la Diderot, hein, s'entend, c'est qu'à un moment il nous dit, pendant que nous lisons dans les livres, nous les hommes, vous, les femmes, vous lisez dans le grand livre du monde. Moi j'ai eu la chance d'appartenir à une génération où lire dans le grand livre du monde et lire dans les livres, ou lire dans les archives, tout ça était possible. Et précisément parce qu'il n'y avait pas d'objet philosophique, femmes, sexe, genre, etc., dans les manuels de philosophie, ni dans la tradition de la philosophie, je me suis retrouvée dans la nécessité d'aller chercher n'importe quel texte. J'ai utilisé n'importe quel texte. Alors pourquoi j'ai utilisé ces textes-là? Pour restituer une pensée féministe, ça certainement, précisément celle du 19e siècle, précisément celle des révolutionnaires. Et si je suis revenue
à la Révolution française, c'est parce que, lisant une femme extrêmement importante pour moi qui s'appelle Julie Victoire d'Aubier, qui est la première bachelière en France, 1860, sera aidée par les Saint-Simoniens pour pouvoir accéder à ce titre, c'est qu'elle publie des livres importants, notamment celui qui s'appelle La femme pauvre, où elle se pose la question de tous les moyens de subsistance sur les femmes, et en gros elle dit avant la Révolution c'était mieux. Et ça, c'est une question absolument invraisemblable. On se dit, mais alors, avant la Révolution, c'était mieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'enfin, moi, je suis quand même en train de m'installer dans toutes les utopies des années 30, des années 40, de la Révolution de 48, du républicanisme, de la pensée démocratique, etc. Et c'est pourquoi je suis remontée à la Révolution française, donc dans cette perspective de généalogie qui est extrêmement importante pour moi, que je vais appliquer pour tout, quand je travaille sur le service domestique, qui est mon premier livre en 79, qui donc a été réédité sous le titre Service ou servitude, qui est le titre en fait de la première partie, ou sur le consentement plus récemment, qui va être la question, plutôt que de me dire est-ce que je suis pour ou contre la prostitution, est-ce que je suis pour ou contre le foulard, je vais rassembler cela en une question à laquelle je veux donner le statut donc, de question philosophique, c'est non pas, d'abord, le consentement est convoqué aussi bien dans ces deux domaines ou ces deux problèmes politiques que je suis en train de vivre, hein, la rue et la bibliothèque, mais en même temps, la question, il faut l'élaborer, non pas puisqu'elle consent, c'est bien, ce que j'entends dans des enceintes politiques, et ça me surprend par leur trop grand, par le raccourci que ça représente, mais au fond, le consentement est-il un argument politique? C'est-à-dire, puis-je fonder la société de demain sur l'addition des consentements individuels? Ça, c'est un vrai débat philosophique dont je peux discuter avec quelques protagonistes, amis philosophes et collègues. Donc, la chose que je vais avoir envie de faire, c'est trouver les problèmes. Trouver les problèmes, alors c'est celui des lendemains de la Révolution française, ou celui de la création du consentement, qui quand même se crée autour de la question du divorce, en fait, au XVIIe siècle. Il y a un texte du poète Milton qui est une clé qu'on a mis 3 siècles à traduire en français, et qui est là depuis une dizaine d'années, qui est extrêmement important, parce qu'il va expliquer qu'on ne divorce que par consentement mutuel, c'est-à-dire par défaut de conversation. Donc sur ce qui constitue le sujet moderne. Donc tout ça peut nous amener jusqu'à la question du politique. Alors, deuxième élément, c'est-à-dire que, puisqu'il n'y a pas d'objet en philosophie, on fait comment quand on a fait ces études-là, qu'on a choisi de faire ces études-là, et qu'on est confronté à cette absence, parce qu'on vous dit, attends, même je me souviens, même au début du collège, des copains m'ont dit, attends, tu fais ton séminaire, les formes du féminisme historique, mais enfin, on sait très bien, il faut agir, on va régler le problème, il y a tel et tel problème, on va les régler, mais tu crois que ça pense? Ben oui, ça pense. Et c'est pour ça que je vais vous lire un petit texte d'une poétesse dont nous partageons la passion avec Christine, qui s'appelle Constance de Salm, mais un petit texte parce qu'elle se dispute avec un poète à la fin du XVIIIe siècle, et que Charles Brun, donc il y a plusieurs querelles que je vais pointer, celle de Sylvain Maréchal avec ses contradictrices, ça c'est pour les empêcher de devenir citoyennes, donc on pourrait commencer par les empêcher d'apprendre à lire, mais il y a aussi la querelle des poètes, où en gros, les femmes ne doivent pas être poètes, elles doivent être l'inspiratrice du poète, donc la muse et non pas le poète. Et alors on a une femme assez étonnante, que moi j'aime vraiment beaucoup, qui s'appelle Constance de Salm, et qui dit « C'est à les admirer qu'on veut nous obliger, c'est en les imitant qu'il faut nous en venger. Science, poésie, art, qu'ils nous interdisent, source de volupté, soulignons le mot volupté, source de volupté qui les immortalise, déjà plus d'une femme ose embraver l'envie, au danger de la gloire, à consacrer sa vie. Déjà plus d'une femme en sa fière vertu, pour l'honneur de son sexe, ardente a combattu. Les arts sont à tous, ainsi que le bonheur. » Donc, pourquoi j'ai gardé ce texte pour après? Parce que c'est la question de la jouissance. Parce que moi aussi, je veux jouir en écrivant des textes. Et pas seulement en animant la jouissance future de celui qui va écrire, combien il a joui avec moi. Et ça, c'est extrêmement important parce que, démocratiquement, ça tient aussi fort que le fil qui descend de la citoyenneté. C'est celui de l'accès au partage des jouissances. Et les jouissances ne sont pas seulement celles de la citoyenneté qu'on octroie à Hélène Brion quand il faut la condamner, donc plus de 100 ans plus tard. Donc là, si tu... je vais juste dire un mot parce qu'il faut que je sois quand même cohérente, et j'ai annoncé que, en dehors des débats idéologiques sur lesquels j'étais intervenue, mais toujours finalement en voie troisième, j'avais eu 2 voix, donc celle des problèmes,
service, démocratie, consentement, des choses comme ça, et puis celle de la tradition philosophique. Sauf qu'il se trouve que cette tradition philosophique, et il faut oser affronter la philosophie qui dit circuler, il n'y a rien à voir. Et c'est pour ça que je prendrai en fait une bonne vingtaine d'années, tout le détour par les textes, quels qu'ils soient. Merci Michel Foucault de nous avoir donné le droit de lire n'importe quel texte. Je veux dire, pour moi, c'était juste des puissances légitimantes, indépendamment de ce que je pouvais trouver dans ces textes. J'avais le droit de lire n'importe quoi. Et c'est ce que j'ai fait. Mais ça, pour ça, il fallait qu'il y ait Michel Foucault, Jacques Rancière et quelques autres. L'histoire de Simone de Beauvoir est une autre histoire, mais peut-être il faudra que j'y vienne. Oui. Non, j'allais réagir à ce que tu disais autour de deux motifs. Quand tu dis « mais oui, ça pense », là où on croit que ça ne pense pas, tu parles d'abord du féminisme et des femmes. On pourrait aussi poser la question de la littérature, finalement, aller prendre son bien partout et aller créer de la pensée partout. Cela amène aussi à solliciter des textes, alors littéraires ou inclassables. Tu viens d'évoquer Germaine de Staël, on pourrait parler de Virginia Woolf, mais tu évoquais aussi dans notre conversation, pour ne pas parler que de textes de femmes, le journal d'un poète de Rilke. Enfin voilà, il y a énormément de pensées à prendre dans des lieux qui ne sont pas les lieux canoniques de la philosophie et de la pensée. C'était ma première question. L'autre concernait les filiations, ce que tu viens de dire, et la nécessité de retrouver ces voix de femmes après qu'on avait cru à une année zéro, fait écho à ce que disait à l'instant dans la table ronde qui précédait Martine Gozlan, qui disait les femmes trouvent surtout des appuis du côté des pères et des figures de pères. Voilà. Alors, quelle fonction de référence donner à ces voix de femmes du passé dans cette constitution d'un devenir à la fois culturel et politique des femmes. C'est vrai que en tout cas, ce ne sont pas des textes de femmes qui m'ont fait basculer vers l'envie d'écrire. Hein. Et ça c'est clair. Je lirai Simone de Beauvoir après l'avoir rencontrée, non pas avant, puisque j'aurai la chance de participer à ce qu'on a appelé les émissions Sartre en 1975, quand l'ORTF avait proposé à Sartre de raconter sa vie depuis 1905, et Sartre avait répondu « Moi, raconter ma vie, mais attendez, on va raconter la vie des luttes depuis 1905 ». Et il avait ajouté, et puis avec Simone de Beauvoir, on parlera aussi des femmes. Et il y a eu un groupe qu'après Simone de Beauvoir appelait les historiennes dans la cérémonie des adieux, dont j'ai fait partie, et qui était destiné à faire surgir les archives du début du XXe siècle. C'est comme ça que d'ailleurs j'ai rencontré Madeleine Vernet et Hélène Brion. C'est dans cette perspective de ces émissions qui donc n'ont jamais eu lieu parce que le RTF a pris peur et tout ça nous a bien fait rire. Mais ça a joué un rôle important. Ce sont des textes d'hommes qui m'ont converti à la littérature, notamment évidemment, je suis loin d'être la seule, les lettres à un jeune poète de Rilke que nos professeurs par chance nous donnaient à lire assez tôt, et d'autres textes comme ça, mais ça c'est peut-être trop biographique. Moi je m'en fous. Il y en a 4. 4 dans l'ordre, c'est les lettres à un jeune poète de Rilke, les commentaires de Chris Marker, parce que je vais tomber sur des copains en première foot cinéma, et puis ensuite le Schizo et ses langues de Wolfson et Mars de Fritz Zorn. Ce sont, je pense, 4 textes qui m'ont complètement converti au fait que si j'écrivais, que j'avais envie d'écrire. Voilà. Donc, on change de langue avec Wolfson, on écrit alors qu'on fait des images avec Marker, et les lettres à un jeune poète. J'entendais Amélie Nothomb l'autre jour dire à la télévision que ça avait été son livre. J'étais face à mon petit écran, je me suis dit, bon, très bien, nous sommes une colonie de lecteurs des lettres à un jeune poète qui, moi, m'ont effectivement donné une autorisation. Quoi. C'est les gens qui vous donnent des autorisations, c'est extrêmement précieux. Les filiations féminines, c'est... bon, alors là, je suis obligée d'être biographique. Il se trouve que ma mère était... professeur de littérature, non seulement professeur de littérature à la Sorbonne, ce qui pour sa génération reste exceptionnel, mais surtout grande spécialiste donc, de Charles Péguy, éditrice aussi de Simone Veil et de Renan, donc intéressée à des types d'écrivains très particuliers, disons, où on croise à la fois la pensée sociale, pour ne pas dire socialiste, parce qu'il y a Renan, et la religion, le catholicisme, ou en tout cas les religions. Et c'est vrai que je n'ai pas... Il n'y a pas de transmission pour autant. Simplement, non, c'était la chose la plus drôle, c'est qu'elle avait, donc je les ai gardées,
évidemment la première édition du Deuxième Sexe, que j'ai pas du tout lu, mais qui était comme le reste de l'œuvre de Simone de Beauvoir, dans sa bibliothèque, puisqu'elle enseignait la littérature contemporaine. Mais surtout, elle m'avait dit, c'est drôle, il y a quelqu'un qui a critiqué Simone de Beauvoir, c'est Suzanne Lillard, Le malentendu du Deuxième Sexe. Et j'ai encore le livre, je vois encore la bibliothèque, où donc il y aurait une contradiction faite. Donc moi, c'est plutôt l'idée que tout ça pouvait produire de la contradiction. Et c'était intéressant, si ça produisait de la contradiction, ça fait du sapence. Ben oui, mais oui, bien sûr. Donc c'est pas seulement, le féminisme, c'est pas seulement une adhésion à quelque chose qui serait une cause. Quand on me dit, avec tous tes livres, tes lèvres, je suis en train de parler, tes livres, tu sers la cause des femmes. Non, je veux dire, c'est pas de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que le passage comme ça au fait que, d'abord, il faut ouvrir le champ de ce qui se dit, s'écrit, se contredit, et fait que ça fait non pas l'histoire des femmes, mais leur histoire, c'est-à-dire à la fois comme actrice de l'histoire, mais aussi, et telle est ma proposition philosophique ou mon ambition philosophique, qu'évidemment je n'arriverai pas à réaliser, parce que c'est une ambition inaccessible, qui est de prouver l'historicité des sexes. Alors, c'est pas la peine de se battre sur la nature-culture, etc. L'enjeu est sur ce qui fait histoire et comment s'écrit l'histoire. Et est-ce qu'elle s'écrit avec ça ou pas? Moi, je fais le pari qu'elle s'écrit avec ça. Mais je m'y épuise. Mais en même temps, je prends tellement de plaisir littéraire, parce que peut-être ce que je pourrais dire, c'est que j'aime écrire. Mais bon, voilà. Ce qui semble important. Et alors, pousserais-tu la proposition jusqu'à dire non seulement que l'histoire s'écrit avec cela, les rapports hommes-femmes et la place des femmes, j'appelle la sexuation du monde, mais l'histoire ne peut pas s'écrire sans cela? Est-ce que tu serais d'accord pour énoncer les choses de cette façon? Alors, dans la mesure où ce qui m'importe, c'est pas l'affirmation, ce qui m'importe, c'est de déloger, c'est de désigner l'obstacle. C'est-à-dire, c'est là où j'ai eu la chance d'avoir, pour sa dernière année d'enseignement, quelqu'un qui s'appelait Georges Canguilhem, qui a quand même construit et les philosophes althusériens, et Foucault et les Foucaldiens, etc. Et donc cette idée de l'épistémologie. Or, si on réfléchit en termes d'épistémologie, donc dans le sapiens, à ce moment-là, il faut voir quels sont les obstacles. Pour moi, l'obstacle, par exemple, c'est pas justement c'est ce jeu nature-culture, biologique, etc. C'est le fait qu'on va expliciter en permanence la désignation de la sexuation du monde comme quelque chose d'atemporel, c'est-à-dire n'appartenant pas à l'histoire. Donc, au fond, avoir telle ou telle affirmation est finalement secondaire pour moi par rapport à désigner l'obstacle, qui est qu'à chaque fois que vous aurez un débat où les sexes s'invitent dans la grande histoire, on va essayer de les faire ressortir en disant c'est atemporel, c'est de tout temps, les hommes sont comme si, enfin voilà, quand on a des grandes aventures sophitéliennes et autres, c'est-à-dire qu'on déshistoricise tout le temps. Ça veut dire qu'il faut renvoyer à le hors du temps quelque chose qui appartient à son temps. Et c'est précisément pour ça que je voulais citer ce texte d'Hélène Briand tout à l'heure, parce qu'elle dit, attendez, dans quel temps je suis? Avant de dire je suis féministe, je suis pacifiste, je suis ceci, cela, elle dit dans quel temps je me trouve. Donc pour moi, c'est déjà montrer ça, et c'est ça le leurre de mon recueil, leur histoire, c'est de montrer cette interpellation, interpellation faite à la grande histoire, qui nous dit sans cesse, non, vous n'appartenez pas au temps. Alors après, on peut développer de différentes façons, c'est-à-dire la façon dont, par exemple, la revendication des femmes, elle est toujours à contre-temps. On est toujours dans le contre-temps. On n'est jamais là au bon moment, au bon endroit. Et ça, par exemple, c'est des choses comme ça que je veux essayer de montrer, de déployer, de donner à penser, plutôt que de donner des affirmations. Oui, on pourrait aussi citer dans cet ordre d'idées le fameux motif du retard historique des femmes qui a longtemps hanté une partie de la gauche et du mouvement ouvrier. Alors, la question justement, alors du coup ça devient sous le vocable global de contretemps. Pourquoi? Parce qu'il y a le retard d'un côté, c'est-à-dire apprenez à lire et à écrire et vous pourrez être citoyenne, donc soyez éduqués, vous serez citoyenne, mais au même moment, on a les marxistes qui disent vous faites la révolution avec nous et demain c'est sûr, dans le berceau de la révolution, vous aurez l'émancipation. Donc le contretemps joue dans les deux sens. On est soit en avance, soit en retard, mais on n'est jamais là au bon moment. Donc la question de l'historicité est absolument fondamentale, d'après moi, pour attaquer quelque chose qui bloquerait l'histoire, ou l'émancipation, ou appelons
emploie les termes qu'on veut. Et alors, puisqu'il va nous falloir conclure, le temps passe vite, précisément, dirais-tu que certains de ces obstacles ont été surmontés ou ont changé de statut depuis 40 ans et que aujourd'hui, voilà, quel bilan de ce parcours et où verrais-tu les obstacles principaux aujourd'hui ou les enjeux de l'heure dans cette affirmation d'une historicité de la question? Mais je pense qu'on pourrait prendre le titre de ce texte d'intervention philosophique que je viens de publier, où j'ai appelé ça les excès du genre. Alors on n'allait pas tout de suite penser que les excès, ça veut dire que c'est mal le genre. La question, bien que j'ai publié un recueil aussi qui s'appelle À côté du genre, et avoir fait un recueil qui s'appelle À côté du genre, qui était en fait le titre d'un article que j'avais écrit 10 ans plus tôt, qui s'appelait comme ça, qu'en anglais on n'a jamais réussi à traduire que par Gender in Profile, parce que Beside Gender ne marchait évidemment pas. Ça veut dire que la question qui est posée est une question dangereuse. Et il ne faut pas oublier que c'est une question dangereuse. C'est pour ça que j'ai intitulé cet opuscule les excès du genre. Il y a les excès positifs, il y a les excès négatifs, mais en tout cas, il y a pas, on ne fera pas quelque chose de l'ordre d'irénique sur ce sujet-là. Ce sujet-là ne peut pas être irénique. En revanche, si tu me demandes comment je fais le bilan de 4 décennies, puisque là, désormais, moi, ça fait un peu plus de 40 ans que je suis tombée dans le chaudron et que j'en suis pas sortie, c'est que de manière multiple, il y a une extraordinaire accumulation de savoir. Et l'avantage par rapport à ce qu'a été la grande époque, où nous avions Simone de Beauvoir de manière iconique, c'est que, comme je l'avais dit au moment du débat sur la parité à la fin des années 90, et que j'étais plongée dans des espaces autres qu'académiques, universitaires, nous sommes suffisamment nombreuses pour être en désaccord. Donc ça, c'est une chose qui me paraît... voilà, les deux acquis, ce sera l'accumulation de savoir et le fait que nous serions suffisamment nombreuses pour être en désaccord. Ce qui est une autre façon d'appartenir à l'histoire et de ne pas relever seulement de la nature. Absolument. Peut-être, malheureusement, devons-nous nous arrêter sur cette conclusion toute provisoire en vous invitant à aller lire Geneviève